Voici cette première vidéo sur le commerce international afin de faire un cours inversé. Un cours inversé, c'est quoi? Donc c'est l'idée que vous ayez le cours en fait par cette capsule vidéo. Donc on va traiter pendant je sais pas une demi-heure à peu près du grand 2, du commerce, des politiques commerciales des États. Et puis de retour en cours, vous ferez des exercices, enfin plutôt une étude documentaire pour être plus précis, qui vous permettra à chaque groupe de réaliser un argumentaire, par exemple pour ou contre le protectionnisme, et ainsi de débattre avec un autre groupe. Et donc ça va vous former aussi à l'oral, au grand oral de juin, et ça vous permet aussi d'intégrer les arguments des uns et des autres, contre-argumenter. Et la dissertation, finalement, c'est ça, c'est l'art de la nuance aussi, avec la défense d'une thèse dans le grand 1, et puis dans le grand 2, une nuance par rapport à cette première. Donc voilà, on commence tout de suite par le grand 2. Vous avez le plan sous les yeux, hein, celui-ci. Et donc, on va commencer les politiques commerciales des États, en quoi elles ont favorisé la mondialisation libérale. Donc voilà, je vous laisse noter. Grand 2, les politiques commerciales des États ont favorisé la mondialisation libérale. Voilà, je fais comme en cours, c'est-à-dire que je répète plusieurs fois, ça vous évite aussi de couper la vidéo toutes les 2 minutes, voire toutes les 30 secondes, parce que sinon c'est un petit peu, c'est pas très confortable pour vous. Dans le 2.1, la première sous-partie, c'est le développement du commerce international. Cette vidéo traitera que du 2.1, et puis après, une autre suivra pour le 2.2, qui sera la dernière partie du chapitre, comme vous le voyez sur le plan. Donc le développement du commerce international, 2.1, vous avez 2.1.1, donc 211, le protectionnisme a été la règle depuis l'apogée de la mondialisation libérale. Voilà, donc vous mettez le protectionnisme a été la règle depuis l'apogée de la mondialisation libérale. Donc on va commencer par définir le protectionnisme. Donc définition du protectionnisme, c'est un ensemble, donc définition du protectionnisme, ensemble de mesures prises par un gouvernement visant à empêcher ou limiter les importations de biens et services. Je répète, donc ensemble des mesures prises par un gouvernement visant à empêcher ou limiter les importations de biens et services. Pour cela, donc voilà, donc ça c'est la définition. Là on va développer un petit peu. Je vais vous donner aussi un petit document, un petit schéma en fait qui va être sous la vidéo, qui vous permettra aussi de voir un peu l'arsenal protectionniste, toutes les mesures qui permettent deux choses. D'abord, il y a des barrières. Les mesures prises, c'est souvent des barrières tarifaires ou non tarifaires. Donc d'un côté, les barrières tarifaires, celles qui sont liées au prix, elles sont trois dimensions, hein. Vous pouvez le voir en passant, en descendant un petit peu sur la page. Vous avez les droits de douane, qui sont les plus classiques, hein. Les droits de douane, c'est en fait des taxes sur les produits importés. Et ça a été plutôt la règle dans l'histoire économique, c'est-à-dire que les États se sont protégés en mettant une taxe sur les produits importés, ce qui permettait que le produit dans la nation qui était fabriqué dans l'État soit moins cher que le produit importé pour favoriser l'économie locale nationale. Donc ça, c'est les droits de douane, c'est la première type de barrière, hein. Là, on liste l'ensemble des barrières, puisqu'on a fini la définition. Ensuite, deuxième type de barrière, c'est l'inverse. Au lieu de faire une taxe, on va subventionner. Et on va subventionner nos produits nationaux. Comme ça crée aussi une différence, une distorsion, on dit, entre les produits extérieurs et les nôtres. On favorise en subventionnant nos producteurs locaux. C'est ce qu'on fait en France, par exemple. Vous pouvez donner l'exemple de l'agriculture. L'agriculture française est largement subventionnée par l'Union européenne. Mais c'est indirectement l'État français qui donne de l'argent à l'Union européenne pour subventionner l'agriculture en général et dont les bénéficiaires sont les Français en premier. Ensuite, vous avez la réduction du taux de change. Peut-être là, c'est moins évident pour vous. La réduction du taux de change, c'est quoi? C'est le fait de dévaluer sa monnaie. C'est baisser la valeur de sa monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
1 euro égale à peu près 1 dollar. On peut se dire que finalement le dollar est une monnaie plus forte parce qu'elle est plus échangée dans le monde que l'euro. Le Japon, par exemple, quand ils vont commander un Airbus, peuvent très bien demander à être payés en dollars. C'est ce qui se fait, c'est ce qui est plutôt la règle. Et l'euro circule beaucoup moins à l'international que le dollar. Donc le dollar est une monnaie plus forte au sens où elle est plus utilisée. Pourtant, on a quasiment une égalité entre les deux monnaies. Et on aurait peut-être intérêt, nous, l'Union européenne, à dévaluer, c'est-à-dire baisser la valeur de notre monnaie et dire qu'un euro ne vaut plus 1 dollar, mais qu'un euro vaut, par exemple, 1,2 dollars, ce qui permettrait eh bien, d'avoir un avantage sur nos Airbus qu'on pourrait vendre à l'étranger moins cher. Voilà, sur par exemple le Xuan, la politique des Chinois au niveau de leur monnaie, c'est d'avoir un Xuan plutôt bas, ce qui leur permet aussi de favoriser, de booster aussi leurs exportations et d'être plus concurrentiels, puisque plus vous avez une monnaie forte, moins vous êtes concurrentiel, puisque eh bien, vos prix vont être plus élevés comparativement aux autres. C'est-à-dire qu'une nation tierce va payer plus cher si le dollar est élevé que plutôt un produit de Chine si le Xuan est plus bas. Donc artificiellement, on peut jouer sur les prix afin de doper un petit peu par les prix nos exportations. Ensuite, donc ça c'était les barrières tarifaires. Il y en avait 3, vous avez bien noté, droits de douane, subventions et réduction du taux de change. Ensuite, il y a les mesures qui agissent sur les quantités plutôt et non sur les prix. On appelle ça les barrières non tarifaires. Vous en avez 3 aussi, qui sont les quotas d'importation. On juge que, par exemple, à la télévision française, on ne doit pas avoir que des films américains tous les soirs. Donc la France a adopté des quotas, que ce soit à la télé, que ce soit au cinéma, pour booster, favoriser notre production cinématographique au nom d'intérêts supérieurs. L'intérêt supérieur, c'est la culture. L'intérêt supérieur, c'est les externalités négatives qui sont entraînées par ces films. Par exemple, les films français permettent de doper le tourisme. Pourquoi ? Parce qu'on voit les paysages, on voit Paris, on voit la Tour Eiffel. Donc il y a une corrélation entre la production cinématographique et le nombre de touristes qui viennent. Donc ça, c'était un exemple de cette première mesure sur les quantités, le quota d'importation. On a aussi la deuxième mesure, c'est des règles de contenu local. Donc on peut dire, les Chinois l'ont fait, on veut bien que Renault s'implante en Chine, mais on impose une règle, c'est que Renault puisse nous aider à comprendre comment sont faits les moteurs, par exemple. Donc nous donne la notice des moteurs, et il y a un compromis qui est donné, donc Renault va sur le marché chinois, mais les Chinois connaissent le contenu, ou comment on fait le moteur Renault. Donc ce qui est évidemment aussi une tactique pour les Chinois afin de produire en masse des voitures plus tard, et donc ce qui est assez risqué à moyen terme, voire long terme pour notre entreprise. Donc c'est une règle de contenu local. On va agir sur les quantités. Voilà. Et on impose qu'il y ait un certain nombre de productions qui est fait sur place. C'est-à-dire on importe, mais on juge que une partie du moteur, par exemple, soit fait en Chine. C'est ce qu'ils ont fait aussi les Chinois. C'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà, vous pouvez vendre des voitures Renault chez nous, sur notre marché, mais vous devez implanter une usine, même si l'usine ne fabriquait pas forcément pour toutes les voitures chinoises, mais ça permettait aux Chinois de favoriser leur emploi. Et puis dernière chose, les normes sanitaires et techniques. Alors ça, c'est l'idée qu'on va mettre en place une barrière qui oblige tous les produits étrangers à respecter des mesures de sécurité, comme sur les jouets, le fait qu'il n'y ait pas de bouchons qui se détachent pour pas que les enfants s'asphyxient. Ça peut être ça la règle, mais c'est des règles sanitaires, ça peut être l'interdiction des OGM. En France, on a interdit les organismes génétiquement modifiés.
ça peut être vu comme du protectionnisme, parce que ça peut être vu comme une technique pour contourner les lois du libre-échange, hein, puisque vous avez bien compris que le protectionnisme s'oppose au libre-échange. Hein, c'est l'idée de protéger notre marché. Voilà, donc l'interdiction des OGM en France, c'est un bon exemple. Alors, quelle est la justification économique du protectionnisme? Pourquoi le protectionnisme peut être vecteur de croissance? Alors, le premier à développer cette théorie, c'est un Allemand, c'est Friedrich List. Et List parle de protectionnisme éducateur. Ce protectionnisme éducateur, donc il le défend au XIXe siècle, et il va montrer qu'un pays n'a pas intérêt à s'ouvrir trop rapidement. Il doit protéger ses industries naissantes. Et c'est ce que va faire l'Allemagne. Il va être conseillé auprès du gouvernement allemand et va conseiller aux Allemands de ne pas faire de traité de libre-échange tout de suite avec l'Angleterre, la France, parce qu'à l'époque, on était plus développé. Et si on ouvrait les industries allemandes directement sur le marché, eh bien, elles se seraient fait, elles auraient fait faillite parce qu'elles n'étaient pas aussi productives que les nôtres. Donc, si on permet des taxes par rapport aux produits étrangers, ça permet que petit à petit nos industries se développent parce qu'elles vont fournir les biens industriels de notre pays et petit à petit elles vont gagner en productivité. Et quand ces gains de productivité sont assez grands, eh bien elle peut se jeter dans le grand bain, c'est-à-dire sur le marché international. Voilà, ces gains de productivité sont réalisés parce qu'on fait des économies d'échelle, hein, vous l'avez vu en classe de première, c'est-à-dire que plus on produit, eh bien moins, plus le coût unitaire va baisser. Le prix se baisse parce qu'on produit en masse. Donc il faut protéger les industries naissantes afin qu'elles produisent à l'intérieur du pays en grand nombre. Et après, c'est seulement quand l'industrie a les reins assez solides qu'elle peut rentrer sur le marché international, car son prix, le prix va devenir assez bas pour rivaliser avec le prix des draps anglais ou des draps français, si on parle de ce marché-là, qui est un marché florissant au 19e. Voilà, donc il y a une critique de List de la concurrence libre et non faussée, une critique du libre-échange, parce que le libre-échange et la concurrence générale tuent les petites industries. Hein. Donc on l'a bien vu aujourd'hui aussi avec certains pays d'Afrique, d'Amérique latine qui se sont ouverts trop vite et leur industrie a été ravagée, a fait faillite. Et le marché de certains pays sont aujourd'hui, c'est l'importation qui leur permet d'avoir des textiles, d'avoir des produits à plus haute valeur ajoutée, etc. Et donc ils produisent rien sur place, ce qui est un problème important pour le pays, puisque parfois leurs seules exportations c'est leurs minerais, mais ces minerais ne sont pas éternels. Voilà pour les pays les plus pauvres qui sont ouverts trop vite au libre-échange. Mais souvent, elles ne sont pas ouvertes pour rien, elles ont souvent été obligées en fait, de s'ouvrir par la domination coloniale. Alors ça, c'est intéressant aussi, puisque ça fait référence à un exemple anglais, où l'anglais au 19e siècle avait une colonie, l'Inde, et a forcé les Indiens à adopter le libre-échange. Et en adoptant le libre-échange, ils ont en même temps cassé toutes les industries indiennes, parce que les industries indiennes étaient très perfectionnées. Voilà, je vous l'ai déjà dit en cours cet exemple-là, mais je le trouve intéressant. Donc mettez-le, le protectionnisme éducateur, c'est quelque chose d'important. Et le contre-exemple, c'est qu'on impose souvent le libre-échange, hein, c'est la puissance économique qui impose le libre-échange, et inonde le marché étranger, comme ce fut le cas en Inde. Voilà, ce qui permettait des débouchés pour l'industrie anglaise. Et l'Inde, comme c'est un pays continent, tellement c'est grand, eh bien, ça permettait aux draps anglais de nouvelles fois de faire des économies d'échelle, puisqu'ils pouvaient couvrir un marché beaucoup plus grand que leur île. Alors, aujourd'hui, les États-Unis se sont convertis au libre-échange, mais les grandes puissances que sont l'Allemagne, que sont les États-Unis, aujourd'hui, au 19e, étaient plutôt des pays secondaires, hein, plutôt des pays en développement, et des pays qui ont pratiqué largement le protectionnisme. Donc la première puissance mondiale a d'abord été largement protectionniste, hein, et même tout le début du XXe siècle a été protectionniste. Et dès lors
qu'il y a eu les guerres mondiales où elle a pu être finalement l'artillerie de l'Europe et l'industrie de l'Europe, puisque l'industrie a largement été ravagée par les deux guerres mondiales, eh bien, elle s'est ouverte au commerce international. Donc ça, c'est aussi un bon exemple pour dire les puissances d'aujourd'hui ont été des pays protectionnistes. Voilà, l'Allemagne, ce fut en 1841, lorsque Liszt a pris finalement le pouvoir idéologique dans le pays. Voilà, donc l'Allemagne a aussi adopté le protectionnisme au 19e. Ensuite, on peut dire que même dans les pays qui sont à l'avant-garde du commerce international, États-Unis, France, Angleterre, Allemagne, Japon, Chine même, on a encore des politiques protectionnistes importantes. Mais c'est des politiques protectionnistes qui sont non tarifaires plutôt. Par exemple, je vous ai donné pas mal d'exemples sur la France. Donc la France a des politiques protectionnistes en faveur des jouets, comme je vous ai dit, ou des exemples aussi sur l'agriculture, où on adopte des mesures protectionnistes pour protéger l'agriculture, qui est un gros secteur en France, qui est puissant. Ensuite, le protectionnisme se fait aussi pour des raisons stratégiques ou sur des industries naissantes. Voilà, je vous ai aussi donné des justifications avec le cinéma. Et puis Keynes, aussi c'est intéressant d'avoir le regard d'un grand économiste, John Maynard Keynes, début du XXe siècle. Il va se faire connaître, notamment en 1936 avec son livre sur la théorie générale. Eh bien, il développe l'idée, vous l'avez sans doute vu en première, sinon on le reverra, qu'il faut une politique de relance économique afin de relancer le plein emploi, la croissance. Et donc, il part d'un constat que le marché est souvent en déséquilibre. Et de ce point de vue-là, le libre-échange ne crée pas les conditions d'un équilibre du marché tout le temps. Donc, voilà. Oui, c'est mon chat qui est derrière. Voilà. Bon. Et pour les économistes libéraux, le marché, lui, est toujours en équilibre. Donc, vous vous rappelez sans doute, je vais le rappeler, de vos cours de première sur le marché, avec l'atomicité, la règle d'atomicité, l'hypothèse d'homogénéité des produits, l'hypothèse de la transparence, l'hypothèse de la mobilité des facteurs et de l'absence de barrières aussi à l'entrée et à la sortie. Donc, vous avez pour Keynes l'idée, il s'affronte un peu aux libéraux en disant le marché n'est pas toujours en équilibre, donc il faut parfois une réglementation publique. Et donc le protectionnisme peut permettre aussi finalement d'essayer de relancer la croissance dans le pays et donc d'adopter des mesures d'État et ne pas laisser les marchés totalement libres, car sinon ils peuvent provoquer la crise. On l'a vu en 2008. Voilà pour le premier point sur le protectionnisme. Maintenant, on fait le lien avec le libre-échange, puisque je vous ai parlé à l'instant du marché. C'est donc le point numéro, je retrouve mon plan, voilà, vous l'avez vous sous les yeux, le 212. Les États ont organisé le libre-échange. Les États ont organisé le libre-échange. Donc le libre-échange, c'est quoi? Le libre-échange, définition, c'est une politique commerciale qui vise à réduire tous les obstacles, à la circulation internationale des biens et services. Voilà, qui vise à réduire tous les obstacles à la circulation internationale des biens et des services. L'artisan de ce libre-échange, ce fut le GATT. Le GATT, qui est un acronyme anglais, qui s'est monté après la Deuxième Guerre mondiale, et qui a pris fin en 1995 pour se transformer en OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, le but de cette organisation, c'est de regarder les pratiques déloyales et de sanctionner les États.
et de veiller à ce qu'il y ait un libre-échange, hein. Ils vantent le libre-échange et en même temps, s'il y a des pratiques déloyales, eh bien, ils peuvent sanctionner, déconseiller. Et donc, ils vont lancer très vite, après la guerre, en 1947 à Genève, un cycle, on appelle ça un cycle, c'est-à-dire un cycle de négociation, et ils mettent autour de la table plusieurs pays, enfin les pays qui sont volontaires. Ça commence en 1947 à Genève avec 23 participants, donc 23 pays, qui vont décider de façon commune de baisser un certain nombre de tarifs douaniers. Et donc il y aura des cycles comme ça, régulièrement, de baisse de tarifs douaniers jusqu'en 2001. Donc on va faire, voilà, vous avez mis Genève 47, 23 participants. La baisse moyenne des tarifs douaniers fut de 35%. Après, on a, voilà, c'était sur certains produits, hein, et petit à petit, le nombre de pays va grossir. Par exemple, sur un cycle qui est l'Uruguay-Rwanda en 66-94, 1966-1994, un cycle assez, assez long, non, j'ai une erreur là, c'est 86, excusez-moi, 86-94, voilà, je rectifie. Eh bien, vous avez dans cette négociation 117 États. Donc vous voyez que le nombre d'États a s'est largement accru. Et puis, la réduction moyenne des tarifs douaniers au cours de ces 8 années fut de 39%. Donc on a une baisse aussi ambitieuse. Alors ça a intégré dans ce cycle en Uruguay les services, hein, c'est-à-dire que les services n'étaient pas en 1947 dans la réduction, maintenant c'est le cas. L'agriculture aussi, qui a un gros problème aujourd'hui. Donc services, agriculture, protection de la propriété industrielle, protection de la propriété intellectuelle et les investissements étrangers. Voilà, donc vous avez 4 nouveaux domaines qui rentrent à ce moment-là en 86. Voilà, dans l'OMC, enfin dans les négociations de l'OMC. Hein, on a les plus récents, les cycles les plus récents, c'est Seattle. Seattle, ça a été un moment important parce que ça s'est conclu par des mobilisations importantes de manifestants contre le libre-échange, parce que le libre-échange permettait de baisser les salaires, permettait finalement une crise écologique, était coupable d'une crise écologique, et que c'était relativement opaque comme négociation, et ça favorisait surtout les multinationales et pas évidemment les petites PME, TPE. Donc Seattle, c'est 99, et les manifestants à Seattle ont été tellement nombreux que ça a bloqué le congrès, en fait. Le cycle qui juste après, c'était le cycle de Doha. Et le cycle de Doha, on est toujours dedans, puisqu'il a été un échec. En 2008, un Français, Lamy, reconnaît que ce fut un échec, ces négociations. Elles visaient à supprimer des subventions à l'exportation sur les produits agricoles, là où les Français n'étaient pas trop chauds, puisqu'on subventionne largement notre agriculture. Mais voilà, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc on en est là. En 2013, il y a ce qu'ils appellent le paquet de Bali. C'est une série de mesures qui vont être adoptées, mais c'est pas encore à la hauteur des ambitions du cycle de Doha de 2001. Donc déjà 19 ans. Alors l'OMC préfère les accords multilatéraux, c'est-à-dire avec ces 117 pays, mais entre deux, à Doha, il y en a qui se sont retirés, donc c'est compliqué. Voilà, donc aujourd'hui on est plutôt dans une phase d'accords bilatéraux ou entre deux régions. Par exemple, le traité CETA, qui a été adopté il y a quelques années, il a été fait entre l'Union européenne et le Canada. Donc aujourd'hui, on a par exemple du bœuf canadien qui peut venir dans nos assiettes, nourri aux OGM. Bon, vous allez me dire, en France, parfois aussi, c'est le cas. Mais par exemple, sur la viande aux hormones, nous, on n'a pas ça. On n'a pas le poulet au chlore. Bon, maintenant, le poulet qui est nettoyé au chlore au Canada peut arriver dans nos assiettes grâce ou à cause de cet accord CETA. Voilà, c'est un accord de libre-échange.
quasi totale entre le Canada et l'Union européenne, c'est-à-dire que vous n'avez plus de droits de douane quand vous exportez au Canada. Et les Canadiens non plus s'ils veulent importer dans l'Union européenne. Alors, les gains attendus du libre-échange. Donc, vous avez plusieurs explications qui permettent de comprendre. Alors, je vais vous mettre un petit schéma aussi en dessous parce qu'il est intéressant. Donc, l'ouverture internationale, premier effet, c'est un effet de spécialisation. C'est un petit peu comme Smith et Ricardo l'ont dit, effet de dimension, c'est-à-dire économie d'échelle. Je commence par la gauche du schéma qui est un peu en dessous de la vidéo. On réduit les coûts unitaires puisque avec les économies d'échelle, eh bien, on produit plus, donc on amortit les coûts fixes davantage. Vous avez un effet d'apprentissage, amélioration des savoir-faire, ça c'est la dextérité des salariés qui va s'améliorer. On apprend à se spécialiser dans notre domaine et à avoir une plus grande expertise. Voilà, donc plus grande efficacité productive derrière, un peu plus bas. La productivité augmente, c'est ça que ça veut dire. Et les avantages comparatifs augmentent. Voilà, donc ça c'est le bas, c'est le premier effet de spécialisation. Effet de diversification, la gamme de produits s'accroît, c'est-à-dire qu'au lieu de faire que des Ford T grises, comme c'était le cas aux États-Unis, on va faire par exemple des voitures qui vont être des grosses voitures, des petites, des moyennes, des rouges, des blanches, des jaunes, etc. Voilà. Le consommateur choisit une gamme élargie. Voilà, puisque de toute façon on ouvre à l'international, donc on a, disons, une voiture rouge va pouvoir être produite quand même en grosse quantité, alors que sur un marché que national, il y en aurait très peu. Donc ça coûte cher souvent de produire peu, parce qu'il faut changer un petit peu comment dire, la chaîne de production. Voilà, et l'ouverture des marchés nationaux augmente la concurrence. C'est-à-dire que Renault est soumis à la concurrence de Volkswagen, par exemple, donc a intérêt à faire des efforts de productivité pour baisser ses prix et ne pas, disons, rester dans une logique de non-innovation, dans une logique de on est confortable. La concurrence pousse les entreprises à rechercher à chaque fois comment produire plus vite, mieux. Donc voilà, la concurrence suppose une augmentation des innovations. Et donc baisse des prix. C'est ce qui est mis aussi à la fin du schéma. Voilà. Ce commerce libre-échange va aussi se développer notamment grâce au commerce intra-firme. Le commerce intra-firme, c'est l'idée que les entreprises, les multinationales, vont importer de plus en plus eux-mêmes des produits. C'est-à-dire qu'elles vont diviser leur processus productif. Par exemple, les iPhones assemblés à Shenzhen, eh bien, dans les iPhones, vous avez des produits, la bauxite, l'aluminium, vous avez le microprocesseur. Tous ces produits-là, que ce soit les minerais ou les biens intermédiaires, sont produits un peu partout dans le monde et vont être assemblés à Shenzhen en Chine. Vous avez du coup du commerce intra-firme, c'est-à-dire que c'est toujours Apple, mais Apple va mettre les microprocesseurs au Japon et va importer du Japon à la Chine ce microprocesseur pour être assemblé. Donc en fait, c'est du commerce international, mais c'est une entreprise qui le fait. C'est pas vous, consommateurs, qui importez. Donc les firmes vont diviser leur chaîne de montage finalement, leur production en fonction de chaque étape et regarder à chaque étape où ça coûte le moins cher. Souvent, par exemple, sur les automobiles, les sièges sont faits en Inde parce que en Inde, le textile est fabriqué à moindre coût. Voilà, le libre-échange est devenu plus intéressant grâce à la baisse des coûts du transport, grâce à la révolution du container notamment, et le prix, la question du prix du pétrole aussi, qui va permettre l'utilisation du pétrole, des coûts de transport facilités, plus bas dans un premier temps. Et aujourd'hui, la hausse du prix remet pas totalement en cause le développement
du transport international, mais peut-être à l'avenir ce sera le cas. Hein, c'est les craintes qu'on peut avoir, tout comme la question environnementale peut être aussi une menace par rapport au libre-échange. Dernier point sur les multinationales. On a parlé du commerce intra-firme, mais les multinationales vont être aussi des grandes partisanes de ce libre-échange afin de baisser les salaires. Alors ils baissent les salaires en faisant du chantage au licenciement, en disant bah voilà, on peut délocaliser en Bulgarie, donc on ne va pas vous octroyer d'augmentation de salaire, puisque de toute façon on peut très bien le fabriquer là-bas et vous licencier. Et puis il y a un effet aussi indirect, c'est-à-dire que on va profiter de ce chantage pour aussi abaisser les droits des salariés. C'est-à-dire qu'on ne baisse pas forcément que les salaires, mais on baisse les droits. C'est l'exemple de la loi El Khomri sous Hollande, qui avait fait l'objet d'une vive contestation, parce que c'est la possibilité pour les entreprises de ne pas respecter la loi et le code du travail, et d'adopter des mesures comme on vous paye moins les heures supplémentaires, on vous les paye sans surplus de salaire, on peut vous faire travailler le dimanche quand on veut. Voilà, on peut créer des dispositifs dans l'entreprise qui dégradent le droit du travail. Donc ça, c'était impossible avant cette loi El Khomri, maintenant c'est possible, ce qui va effectivement être en défaveur des salariés. Et c'est pour ça que le libre-échange a parfois mauvaise presse, puisque il est rendu responsable de cette stratégie des firmes multinationales de baisse des coûts de production, des baisses des salaires ou baisse des droits des salariés. Donc voilà pour cette première vidéo. Combien elle fait? 31 minutes, voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Ça regroupe tout le 2.1, vous l'avez compris. Donc faites ça, écrivez cette partie du cours, comme ça quand on se retrouve vous l'avez. Et puis je ferai prochainement, je vous mettrai en ligne la deuxième vidéo sur le 2.2 qui sera la fin du cours. Et ainsi vous aurez tout pour la semaine prochaine et qu'on puisse faire un travail là-dessus et un débat sur le libre-échange et le protectionnisme. Voilà. Bon courage, à la semaine prochaine.